Marie-Thérèse Fortin avec et pour Éclectique Média. Marie-Thérèse Fortin, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, très bien. On approche de la première. C'est toujours un petit peu stressant, mais je suis assez confiante. Mais justement, pour calmer votre stress, on a décidé de vous offrir un petit cadeau. Ah oui? On aime commencer nos entrevues avec un petit plaisir coupable. Et comme on sait que vous êtes une très grande amoureuse des mots, on va faire un petit cadeau. Qui est aussi en lien avec le Festival international de littérature que vous avez déjà fait, qui va commencer bientôt. Oui. Alors, voici. Là, je l'ouvre, là? Oui. Hey, c'est le fun, ça, des entrevues de même. Le premier qui rira, Simon Boulris! Oui. C'est le dernier livre de Simon Boulris. Mes yeux, c'est pour ça que je fais qu'un peu... Oh! Ça vient de sortir. Puis, Simon Boulris a aussi beaucoup une affinité avec Michel Tremblay. Oui. Et la pochette me faisait beaucoup penser un peu à Germaine Lauzon. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, de la robe. Et puis, là, le dessin est extraordinaire. Oui, Simon, que je connais depuis quand il a commencé comme jeune acteur, avec sa compagnie, avec Sarah Berthiaume. On les avait accueillis au Théâtre d'aujourd'hui, que je dirigeais dans ce temps-là. Et c'est quelqu'un que je suis depuis déjà longtemps. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Merci. Hey. Café et livre le matin. Je suis vraiment gâtée. Merci. Donc, vous en avez parlé un peu dès le 17 septembre, donc dans une semaine, va débuter au Théâtre du Nouveau Monde Knock ou le triomphe de la médecine. Donc, c'est présenté au TNM, mais c'est le nouveau théâtre expérimental qui l'a créé. Oui. Et c'est un théâtre qui est reconnu pour détruire les codes théâtraux un peu. Et vous êtes habitué du TNM, vous êtes aussi habitué du MTE parce que vous avez fait Extra Moyen. J'ai collaboré avec eux. C'est un théâtre que je suis depuis que je suis jeune actrice parce que je m'intéressais beaucoup au travail de Jean-Pierre Onfart et de Robert Gravel. J'aimais justement cette façon qu'ils avaient d'aborder le théâtre, de casser un peu la baraque. Je trouvais ça très sain. Et puis avec beaucoup, beaucoup de liberté. Et malgré tout, beaucoup de sérieux dans la recherche des formes. Et ça s'est prolongé avec Daniel Brière et Alexis Martin, qui sont vraiment dans la transmission de cette mission-là. Et pour Knock, Daniel a inventé un dispositif scénique avec ses collaborateurs où on est plongé non seulement dans un décor d'époque, mais aussi dans un comment je dirais, comme un décor en aplat, donc un peu comme les bandes dessinées du temps d'Hergé ou tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est comme on joue avec les différentes dimensions et des projections aussi d'images qui viennent un peu élargir la proposition scénique, par projection, des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant. Puis ça épouse parfaitement aussi le propos de la pièce qui, elle, bien qu'elle ait été écrite en 1923. En 1923, parle encore et peut-être plus que jamais de façon très, très accrue du phénomène de l'industrie qui est devenue la médecine, en fait, aujourd'hui. La pièce, c'est ça, c'est un médecin qui profite un peu de l'incrédulité de ses patients pour les escroquer. Et effectivement, c'est tristement encore actuel aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2019, quel message on devrait retenir de cette pièce-là? Bien, en fait, ce que Knock entreprend, puis qui s'est développé, quand on regarde aujourd'hui le monde dans lequel on vit, qui s'est développé dans différents secteurs de l'économie, c'est d'inoculer à la population le symptôme de la peur, c'est-à-dire que de la méfiance, de la peur. On a tous peur d'être malade, on a tous peur de mourir, on a tous peur. Et il arrive par une forme parce que c'est un manipulateur, à convaincre les gens qui sont beaucoup plus malades, moins en santé qu'ils le pensent, et par mesure de précaution, va leur vendre une panoplie de services et de produits qui va, soi-disant, les prévenir contre tout ça. Et on voit cette logique-là s'appliquer aujourd'hui dans plein d'autres secteurs de l'économie. Bien sûr, la médecine, là, c'est vraiment la question de la médecine qui est posée. Et ça nous fait sourire parce qu'il y a plein de choses qui font « mon Dieu, oui, oui, oui ». Mais on est un peu coupable, c'est-à-dire qu'on est complice, nous, comme individus, de ce subterfuge-là. D'embarquer là-dedans. D'embarquer là-dedans parce que, comme je disais, on a peur. On ne veut pas être malade, puis on ne veut pas mourir, puis on ne veut pas... mais on est assez naïf et
se laisse un petit peu enfiroiper là-dedans. Même chose, au fond, pour la question des armements. Hein? C'est-à-dire que tout le monde s'arme aux États-Unis, surtout par peur de... Donc, on se sent obligé d'avoir des armes semi-automatiques pour, bien sûr, se défendre contre le danger qui est à nos portes et tout ça. Et ça amène à certaines dérives, bien sûr, dans la population, mais ça enrichit M. Knock dans le temps de le dire. Et dans la pièce, vous incarnez 3 personnages. Comment les avez-vous travaillés? Ben, ce qui est très amusant, c'est qu'au départ, Daniel m'avait dit, il y a M. Bernard, il m'a dit, on pourra en faire une institutrice plutôt qu'un instituteur. Moi, j'ai dit, non, on va faire un instituteur, c'est le fun. Et ça allait tout à fait dans l'esprit de la pièce aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce code théâtral de dire, on ne se fera pas croire qu'on est 12 alors qu'on se partage les rôles à plusieurs. Et donc, c'est toujours le plaisir pour un acteur, pour une actrice, en l'occurrence, de jouer. C'est-à-dire on est dans ce simulacre-là aussi dans la pièce. C'est-à-dire que on est comme des enfants. Moi, je joue un monsieur, puis après ça, je vais jouer une madame. Puis, toi, sans changement de costume. Oui, avec des changements de costume, d'allure, tout ça, mais vraiment comme les enfants qui vont se faire une moustache avec un crayon, puis qui vont dire, ben, je suis l'instituteur. Et même chose pour Evelyne de la Chenelière, ma collègue qui fait un tambour de ville. On s'amuse à être au théâtre et à composer ces personnages-là de ce petit village de Saint-Maurice. Et c'est très le fun parce que c'est vraiment le jeu qui est au centre de la proposition. C'est vraiment ce jeu-là entre acteurs. On est au théâtre, on le sait, c'est dénoncé, on n'essaie pas de faire à croire que je suis capable de jouer un monsieur. C'est pas ça, on n'est pas au cinéma. Mais c'est vraiment utiliser les codes théâtraux pour dire qu'on peut faire semblant, de la même façon que Knock fait semblant. Donc tout ça vient un peu alimenter cette dramaturgie qui est brillante. C'est un texte de Jules Romain qui est tellement bien écrit, tellement intelligent, drôle, très drôle, et qui joue sur différents registres tout en étant très divertissant. Et tout comme vous, Daniel Brière est metteur en scène et acteur. Ouais. Est-ce que ça change votre façon de travailler les personnages? Oh, quand on a été metteur en scène, comme moi, assez peu, Daniel a fait beaucoup plus de mise en scène que moi, mais quand on a été metteur en scène, on devient un acteur très docile. Pour le metteur en scène, parce qu'on sait comment c'est difficile et comment il a besoin qu'on accepte toutes ces propositions. Et puis, avec Daniel, c'est la 2e fois que je travaille avec lui et c'est toujours très agréable. Puis c'est quelqu'un à qui vraiment on peut proposer des choses. J'ai pensé à ça, je vais te faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis on s'ajuste, puis on garde, on jette, puis tout ça. Mais non, moi, j'aime beaucoup être en salle de répétition. Pour moi, c'est la période qui m'appartient complètement, où je prépare ma rencontre avec le public. Je vois vraiment ça. C'est comme si je me préparais à offrir un banquet, un cadeau, comme vous l'avez fait, pour que ça se passe le mieux possible, pour que les gens vivent un moment qui les réjouisse, qui les fasse réfléchir, qui leur donne vraiment l'impression qu'ils ne perdent pas leur temps. Je pense pas qu'ils vont perdre le temps avec cette pièce-là. Quelqu'un qui n'a pas perdu de temps aussi, c'est Louis Jouvet, qui a interprété la pièce plus de 2000 fois au théâtre et 2 fois au cinéma. Bon, évidemment, vous n'avez pas interprété autant de fois le même personnage. Bien, vous avez eu le privilège au théâtre et à la télévision d'interpréter le même personnage sur une longue période. C'est quoi les dangers et les avantages d'interpréter un personnage aussi longtemps? Je dirais qu'il y a plus d'avantages parce que dans la mesure où on travaille bien, c'est-à-dire qu'on saisit cette chance-là pour approfondir tous les aspects du personnage, parce que souvent, on le voit, nous, en répétition et en représentation, au cours des représentations, on fait « Ah, telle affaire surgit presque à notre insu et qui est le fruit de la maturation intérieure d'une démarche de jeu, d'acteur, tout ça. » Donc, je pense que j'ai vu le film avec Jouvet et c'est ce qu'on perçoit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est rendu dans une économie, une épure, et il n'en fait pas des tonnes. Il est tellement concentré et c'est comme s'il avait trouvé
comme pour le dessin, le trait parfait qu'il travaille depuis longtemps. Donc, je dirais qu'il y a plus d'avantages. Chez certains acteurs, des fois, il y a comme une lassitude qui s'installe. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je prends plutôt ça comme une saine maturation, comme pour le vin, comme pour plein d'autres choses. Mais, et pour peu que la matière, le texte nous fasse toujours triper, ben, je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer longtemps un personnage. Après Knock, vous allez continuer de vous produire sur les planches du TNM, mais avec la reprise dès le 22 octobre de La détresse et l'enchantement, qui est un montage que vous avez conçu avec Olivier Kemed sur l'autobiographie du même nom de Gabriel Roy. Oui. Et ce personnage-là, en fait, cette œuvre-là, vous l'avez en vous, elle vibre en vous depuis plus de 30 ans. Oui. Les commentaires sur la pièce ont été très bons. La tournée se poursuit. Oui. Est-ce que cette réception-là modifie l'évolution de la pièce ou vous ne changez pas le montage que vous avez fait en 2018? J'ai rien changé du montage. Non, parce que pour nous, on a beaucoup travaillé dessus, puis à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est ça, la proposition, tiens, ça pourrait être, quelqu'un d'autre en ferait un autre peut-être. Mais nous, c'est ce qui nous semblait vraiment être la trajectoire qu'on voulait offrir et cette facette-là de Gabriel Roy, parce qu'il y en a de multiples, et que ce soit cohérent par rapport au geste d'écriture, parce que l'autobiographie, c'est bien sûr le récit de sa vie, mais c'est aussi, chez Gabriel Roy, l'écriture. C'est le fondement de sa vie et c'est le geste théâtral qu'on a fait, nous autres aussi, qu'on a choisi de faire. Là aussi, comme j'expliquais tantôt, je suis allée le faire à Québec une vingtaine de fois, donc de représentation en représentation, il y a plein de choses qui m'apparaissent, des choses qui se simplifient, elles m'habitent de plus en plus, je dirais, et conséquemment, les gens la reçoivent de plus en plus, et au fond, c'est aussi simple que ça, c'est une rencontre entre une femme extraordinaire, qui était Gabrielle Roy, une grande écrivaine, et qui, en l'occurrence, parlant d'elle-même, parle de nous tous, parce qu'elle avait cette écoute, cette antenne sur ses semblables, ses frères, comme elle appelait, comment elle dit, nos gens, elle disait ça, nos gens. Et je pense que ça fait du bien aux gens du public de s'entendre parler de cette façon-là, d'où ils viennent et peut-être vers où ils s'en vont. Et de ce caractère singulier au Québec, de cette francophonie nord-américaine, qui est à nul autre pareil, qui est vraiment à la fois un défi et une richesse. Et elle sentait déjà très jeune enfant ça. Et moi, ça me touche énormément. C'est quelque chose qui me bouleverse. Je pense que la langue, en l'occurrence le français, dans un contexte comme le nôtre, c'est plus qu'une langue, c'est notre ADN. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer de notre ADN. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait qu'on est là. Et des fois, je trouve qu'on traite de façon assez légère cette question de la langue, comme si c'était interchangeable. Alors que ce n'est pas interchangeable. C'est quelque chose avec lequel de quoi on ne peut pas se séparer et qui détermine dès la naissance, dès l'enfance, dès qu'on entend la voix de notre mère, qui détermine une foule de choses. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier ou à en traiter de façon un peu légère, succincte, je dirais. Justement, cette pièce-là part de la réalité nord-francophone, la place des femmes aussi. Est-ce que vous sentez que vous faites une différence avec cette pièce-là? Bien, je l'espère. On ne sait jamais. Ça, c'est les choses qu'il faut accepter de laisser. C'est au public à décider. Mais c'est sûr que Olivier et moi, quand on se parlait de la pièce, on disait, mais aujourd'hui, comment Gabriel Roy peut parler encore à des jeunes femmes qui sont là dans la vingtaine, qui ont même pas connu ce que moi j'ai connu, qui sont, mon Dieu, qui ont plus de possibilités, tant mieux. Comment ça peut encore résonner? Et je pense que la question reste toujours la même, c'est-à-dire que Gabrielle Roy était pas... Il n'y a rien qui la destinait à devenir ce qu'elle est devenue. Ni son milieu familial, ni son milieu social
encore moins sur le milieu sociopolitique, parce qu'au Manitoba, l'enseignement du français était interdit par une loi. C'est quand même quelque chose quand on pense à ça. Et ça se rejoue présentement parce que il y a le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui veut abolir le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Il ne parle même pas français, alors qu'une grande partie de sa population parle français. Et le premier ministre de l'Ontario qui ne voit pas l'utilité d'une université en français. Parce que le bilinguisme, ça coûte cher, qu'ils disent. Donc, cette question politique mise de côté, je pense que Gabrielle Roy, ce qu'elle nous enseigne, au fond, et surtout peut-être aux jeunes femmes, c'est la détermination à aller vers son moi profond. Et qu'il n'y a pas de conditions idéales et qu'il n'y a pas de conditions qui prédisposent. Il n'y a personne qui va mettre la table pour qu'on devienne qui on est. En tant que femme, c'est d'autant plus difficile, encore aujourd'hui, malheureusement. Il y a encore des défis énormes à prendre notre place. Et à échapper à la misogynie ordinaire. C'est ça. J'espère qu'elle leur donne une petite tape dans le dos, une petite poussée à celles qui ont peut-être encore une petite frilosité à découvrir leur vrai moi, comme je disais, leur je veux, leur vrai je veux, et qui leur permettent d'exister. Et vous, Gabrielle Roy, vous a aidé à découvrir le vrai vous? Ah oui, vraiment. Moi, ça a été une lecture qui m'a comme... ça a été un choc, cette lecture-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais tellement bouleversée par la lecture de ça. Je me rappelle, je fermais le livre comme ça. Je lisais au lit, puis je fermais le livre, puis là, je pleurais. Puis j'avais l'impression qu'elle me comprenait, qu'elle savait d'où je venais, qu'elle m'accompagne, qu'elle m'ouvrait des portes, vraiment, qu'elle faisait comme... Et donc, c'est drôle parce que c'est à partir de là que j'ai voulu, à cause de ce qu'elle m'avait fait, raconter cette histoire-là pour que d'autres, comme moi, soient tellement bouleversés par ça. Et puis ce que j'ai découvert quand on a proposé ça au TNM, c'était quand même un défi parce que moi, seule sur l'immense scène du TNM, avec un récit autobiographique, littéraire, c'était un petit peu baveux, comme on dit. Et puis, la réponse a été, je pense même pour les gens du TNM, une grande surprise parce que je pense que c'est un livre qui avait tellement touché plein de gens que les gens n'avaient qu'envie de réentendre cette parole-là, ou du moins de venir voir qu'est-ce qu'on en avait fait. Et ça a marché. Et ça, je pense, c'est Gabrielle Roy. Moi, j'y suis assez peu pour quelque chose, mais je pense que les gens avaient envie de réentendre cette parole-là parce que le nombre de personnes qui me disaient « Moi, ça a été un livre tellement important », je me disais « Ben c'est ça. C'est ça, je suis pas la seule, puis tant mieux, tant mieux. » Justement, vous l'avez dit, c'est un solo théâtral, c'est votre premier. Oui. Donc, malgré toute l'expérience que vous avez, là, tout, absolument tout repose sur vous. Oui. Vous pouvez pas vous appuyer sur un partenaire de jeu si vous vous sentez moins concentré. Oui. Donc, c'était quoi le plus grand défi, le bilan que vous faites En fait, mon partenaire de jeu, c'est le public. Parce que c'est comme un récit. Donc, je leur raconte, que ce soit dans le petit extrait des Enfants de ma vie où je raconte Gabrielle qui commence à être professeure et tout ça. Et les gens répondent. C'est comme c'est avec eux que ça se passe. Et cette réponse-là, cette écoute-là, ces petites réactions des fois, des soupirs, c'est mon gaz pour continuer, pour avancer. Parce que ce qu'il me dit, c'est oui, ça agit. Ça agit, continue. Donc, et puis, la richesse de l'écriture est telle que j'avais l'impression d'embarquer à chaque fois dans un bateau ivre j'embarque là-dedans, puis ces mots me portent, ce souffle-là, c'est tellement nourri de l'intérieur aussi, et c'est tellement simple, naturel, c'est pur. Puis, je me sens comme une responsabilité de ne pas la trahir, de la redonner. Toute une pression. Oui, c'est ça, mais qu'elle habite les gens, que les gens, en sortant, aient envie de la relire. Et ça, on m'a dit, je suis allée rechercher le livre, je l'ai donné à ma fille. Ça, c'est quelque chose... parce que je pense que ma volonté, c'était qu'on ne l'oublie pas. Je voulais pas qu'on l'oublie. Je voulais pas qu'elle tombe dans un... Parce qu'au Québec, on oublie vite. Je voulais pas qu'on l'oublie. Je voulais pas qu'on l'échappe.
Et là, je vois plein de projets qui renaissent autour de son écriture et ça me fait grandement plaisir. Et l'expérience solo au théâtre, est-ce que vous la referiez ou c'était une exception pour Gabrielle Roy? Ah, ça, je sais pas. C'est à la faveur des projets. Hein. On ne sait jamais ce qui va tomber sur la table de travail. Puis je reste assez ouverte par rapport à ça. Mais ça, c'est un solo que j'ai... Tu sais, c'est comme un projet que j'ai choisi. Je me suis mis dans l'embarras, comme me disait une de mes amies. Moi, tu t'es mis dans l'embarras. Mais je suis très contente parce que c'était à la fois, oui, un défi, puis pour la comédienne que je suis allée dans d'autres territoires, dans d'autres plis de mon travail, de mon jeu. Mais c'est fou parce qu'on ne sait jamais dans quoi qu'on s'aventure au fond. On pressent les choses, mais on ne les sait pas, on ne les connaît pas. Et on les découvre au fur et à mesure. Puis on découvre souvent beaucoup plus de choses que ce qu'on avait soupçonné au départ. Mais je suis très contente de l'avoir fait parce que ce projet-là était dans mes tiroirs depuis tellement longtemps. Puis il fallait que j'arrête de niaiser puis que je le fasse, là, tu sais. C'était maintenant. Ouais. Comment vous avez su que c'était maintenant? Ça, c'est une bonne question parce que à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à attendre tant que... Et je pense que j'attendais d'avoir la maturité. Je pense que je chantais peut-être confusément que... Maturité de comédienne? Oui, de femme aussi. Une bonne cinquantaine bien sonnée, là, plus même. Que ça pouvait pas nuire. Et comme au moment où elle a écrit ça, elle avait un peu plus que mon âge. Mais je me suis dit, c'est pas innocent. C'est-à-dire qu'au moment où elle se promène sur la grève à Petite-Rivière-Saint-François, parce qu'elle a écrit presque entièrement là-bas, elle était à un moment de sa vie où elle pouvait porter ce regard-là sur sa vie. Et peut-être qu'à 30 ans, j'aurais moins compris certains aspects. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est déposé à cause de la vie et qui me sert dans le spectacle. Puis, ouais, c'est ça. Dans la pièce, vous interprétez plusieurs personnages, plusieurs pans de la vie de Gabrielle Roy, sans costume. Ouais. Donc, c'est quoi la différence d'interpréter plusieurs personnages sans se changer et, comme dans le fond, les accessoires, les costumes, qu'est-ce que ça rajoute à la performance? Les avoir et ne pas les avoir. Bien, parce que c'est comme le récit. On se disait ça aussi, parce que Gabrielle Roy, tu ne sors pas la pyrotechnie. C'est très simple. Et elle utilise des moyens très simples. Elle a eu une vie très simple. La petite maison, la maison à Petite-Rivière-Saint-François, on est allé visiter, c'était un petit chalet. C'est une boîte rectangulaire. C'est très, très modeste. Mais le point de vue sur le fleuve est ahurissant. Donc, c'était ça, Gabrielle Roy. Donc, on se disait, on ne commencera pas à sortir tout le branle-bas de combat. Et qu'une pierre, c'est comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'une pierre évoque le père, une branche qui traîne sur la grève sert à la mère pour raconter, faire le tracé de l'histoire des générations antérieures. Une tasse, c'est l'Angleterre. Le sac qu'elle amène sur la plage avec ses affaires, avec une veste. La veste, c'est sa mère. Tout devient les objets de réminiscence et appelle les histoires, convie les histoires et les êtres. Et comme elle était comédienne, ça nous a sauvés. Parce que elle jouait, toute sa jeunesse, elle a voulu être comédienne. C'est pour ça qu'elle est partie en Europe. Elle voulait d'abord être comédienne. C'est après qu'elle s'est rendue compte que c'était pas ça. Mais alors le fait qu'elle jouait elle-même, et dans la vie même, on me disait, on a lu un texte de Jacques Godbout qui raconte sa rencontre avec Gabrielle Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Puis à un moment donné, il fait un récit, puis d'un coup, elle se lève, puis elle joue tel personnage, puis elle change de voix, puis elle change d'attitude physique, puis elle fait un show. Puis là, on s'est fait, mais c'est ça. Le spectacle, c'est ça. C'est Gabrielle qui imite sa petite madame parisienne, puis qui raconte les histoires des enfants, puis qui mime les enfants, parce qu'elle l'était, ça. Elle a fait ça. On était tellement contents qu'on est tombé là-dessus, dans le récit de Jacques Godbout. On n'en revenait pas, on disait « c'est le show! » Donc, c'est
c'est aussi, Gabrielle, de raconter avec rien, avec l'évocation de choses, mais le tableau, les costumes, le décor, c'est son écriture. Tout est dans l'écriture. Et est-ce que c'est plus déstabilisant pour une comédienne? Non, c'est le fun. Parce que tu joues comme quand tu es enfant. Quand on est enfant, on se met une napkin sur la tête, puis on est Napoléon, puis c'est parti. C'est extraordinaire, ça, ce pouvoir-là. Et les gens embarquent là-dedans parce que tout le monde a été enfant. Tout le monde, même s'ils n'ont pas été comédiens, tout le monde enfant a été comédien. Hein? On a joué à Madame, on a joué dans le jeu. Il y a toute une panoplie de personnages que tout le monde, même le comptable ou le ministre de je sais pas quoi, a été un enfant qui a joué des personnages. Donc, tout le monde, tout de suite, retombe dans cette façon de raconter qu'on connaît tous et qui nous plaît. Le conte, c'est ce qui baigne notre enfance. Donc, on est tous attachés par la même affaire. Vous avez souvent dit que le plus beau conseil que la grande Janine Souto vous a donné, c'est qu'il y a une vérité dans la vie. Il y a une vérité au théâtre. Oui. Quelle est la vérité au théâtre? Ah, ça, c'est une question complexe. Mais quand elle m'avait dit ça, on répétait les belles sœurs. Les belles sœurs. Et j'avais attaqué Germaine parce que j'avais vu beaucoup de Germaine. Je me suis dit, je vais y aller bien mollo. Ben vrai, ben presque naturaliste, presque cinéma, juste pour trouver ma base de vérité. Mais ce qui faisait qu'à un moment donné, sur scène, ça manquait un petit peu de largeur et d'éclat. Et Janine m'avait dit, tu sais, ma petite Marie-Thérèse, il y a le naturel dans la vie et le naturel au théâtre. Et puis j'avais fait, OK. Et ça m'avait vraiment... J'ai fait, elle m'a vu, elle m'a scanné bien comme ça. Et elle avait raison. Et c'est quelque chose qui m'est resté beaucoup parce que c'était une grande comédienne et une femme de théâtre assez impressionnante. Et donc, c'est ça. C'est d'arriver au théâtre à être dans cette vérité-là, mais de l'élargir. C'est-à-dire que... Parce que la caméra, elle vient chercher, mais quand tu es au théâtre, il faut que tu ailles porter. Et c'est peut-être que tu te sens bien vrai comme ça dans ta petite cuisine, puis tu sors, je l'ai, ma Germaine, mais tu sais, si tu le donnes pas, si tu l'élargis pas pour que tout le monde en profite, c'est vrai que ça peut être... Donc, elle m'avait donné ce très gentil et très juste conseil, ce qui était très généreux de sa part, parce qu'elle devait bien voir que j'errais un peu, et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Outre le théâtre, il y a aussi la télévision. On va vous voir. Hier, on vous a vu dans le retour de Boomerang, la saison 5. Et demain, dans un tout autre registre, Le Monstre, qui va débuter. Donc, l'histoire terrible qu'a vécue Ingrid Falaise. Vous avez un petit rôle, mais c'est un rôle très marquant. Madame Auclair, la psychologue. Et quand on sait que c'est une histoire vraie, horrible, terrifiante, comment on se détache de cette histoire-là pour arriver aux personnes? Ah non, ça c'est... Parce que, oui, quand j'ai plongé dans ce récit-là, j'étais vraiment bouleversée, même pas le mot. J'étais en colère aussi, il faut bien le dire. Je pense que c'est des histoires qui nous... c'est des problématiques extrêmement complexes. Mais j'étais très contente que Chantal Cadieux me demande de faire la psy. Je pense qu'elle a... c'est pas rien qu'elle s'appelle Auclair, hein? Ça met les choses au clair. Oui, c'est ça, et qu'elle l'amène dans des eaux moins troubles, plus... Et les spectateurs aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'elle pondère les choses. Comme elle le dit si bien, les histoires de violence conjugale commencent toujours par une histoire d'amour, et c'est vrai. Et donc, puis bon, je tenais beaucoup à rencontrer des femmes qui sont dans un rapport d'aide auprès de ces personnes-là et de ces femmes-là, et de comprendre de l'intérieur, parce qu'on a l'impression qu'on sait, puis on ne sait pas tant que ça. C'est facile chez nous de faire « à y retourner, tu parles? » Je serais partie. Oui, c'est ça, ouais. Alors là, j'ai rencontré des intervenantes qui avaient une longue pratique, et j'ai posé toutes les questions que je voulais poser, et ça a été extraordinairement bénéfique parce que tout à coup, je comprenais
que c'est un long processus, qu'il faut être très, très patient et que c'est pas soit ce qu'on pense qui est important, c'est comment l'autre, la femme devant vous, va arriver à retrouver la conviction de sa propre valeur. Parce que c'est ça que la violence conjugale fait, c'est que ça détruit la valeur d'une personne. Et donc, et puis des enfants, ça entraîne plein d'affaires. Donc, ça a été pour moi un travail de vraiment endosser cette réalité-là, que ces intervenantes-là qui font un travail colossal, endosser ça et le représenter au mieux à travers mon personnage. Et pour que des femmes qui écoutent ça, qui vivent peut-être des situations troubles comme ça, trouvent un appui, même fictif, pour commencer un processus qui va les libérer de ce fléau-là. Donc, je me sentais une responsabilité de représenter cette porte qui s'ouvre pour ces femmes-là, de dire qu'il y a une issue, il y a de l'aide qu'on peut aller chercher, il y a des appuis qu'on peut aller chercher, il y a une protection qu'on peut aller chercher. Parce qu'elle est dans une demeure où on accueille les femmes en difficulté, ce qui est vraiment aussi une ressource essentielle et indispensable. Et les scènes sont quand même, sont pas mélodramatiques, mais il y a une très, très, très grosse tension. Comment vous les avez travaillées avec Rose-Marie Perrault, qui incarne le personnage principal? D'abord, on a tout tourné nos scènes consécutivement. Puis j'étais assez contente de ça parce que ça nous permettait de plonger dans une... Je connaissais pas Rose-Marie. Et donc, on était dans un petit salon, toutes les deux, et puis on a commencé tout doucement avec le réalisateur, Patrice Sauvé, qui a été d'une aide exceptionnelle. Et de la même façon qu'en thérapie, j'imagine, de dire je me suis dit, ben c'est ça, qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle a à me raconter, OK. Et on s'est apprivoisé comme ça, doucement. Je faisais mes questions, elle faisait le récit. Puis il y a des récits qui étaient bien sûr filmés, que moi j'avais... Puis c'est comme si on savait très bien de quoi on parlait, parce que ça faisait image et tout ça. Donc ça a été tout doucement quelque chose qui s'est développé au fil du tournage. Et on avait des petites pauses où on échangeait, tout ça. Mais ça a été... un psy, c'est quelqu'un qui écoute, hein, mais qui écoute avec tout son corps et qui reçoit l'autre. Hein. Et cette jeune femme, dans ce qu'elle a vécu, elle se sent pas autorisée à être nulle part, en fait. Donc, c'était de la convaincre d'être là devant moi, puis qu'elle avait le droit de parler, puis de nommer les choses. On va aller ailleurs. On va terminer avec Boomerang. Là, on est plus dans un bel esprit familial, comique. Mais on sait beaucoup aussi que la comédie, ça demande une rigueur sérieuse. Et moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée dans Boomerang avec votre personnage de Monique, c'est la tirade des Hey. Et que je vais l'avouer, je l'ai mis plusieurs fois en boucle parce que ça me faisait rire. Je me disais, est-ce que c'est écrit comme ça dans le texte ou c'est spontanément que les nuances de Hey vous est venu? Mais ça, c'est en connivence avec le réalisateur Charles-Olivier Michaud, qui nous laisse beaucoup de liberté aussi, c'est-à-dire qu'on sait bien ce qu'on a à jouer, mais il aime bien quand on vient ponctuer avec des affaires. Puis, alors ça, c'est un hey familial, c'est-à-dire chez moi, dans ma famille, ma mère et mon père utilisaient beaucoup le hey. Et de là, la tonalité des hey, on savait à quoi s'attendre. Donc, je m'amuse un peu à sortir ça, et Charles-Olivier adore ça, ça le fait rire, parce que ça dit tout, selon juste et la façon avec ses yeux assassins, parce que Monique peut avoir vraiment deux dards. Donc, et c'est très le fun, parce que je pense que c'est très québécois aussi. C'est quelque chose que... toutes les émotions y passent. C'est ça, exactement. Donc, on s'est beaucoup amusé et des fois, Charles-Olivier me dit « Fais-moi d'un petit là-dedans. » Bon, ben, je suis pas la seule. Puis là, je fais « Ah ouais, OK. » Puis là, on le refait, puis je le fais, puis... là, c'est vraiment quelque chose qui a surgi au cours des répétitions. Puis vraiment, je puise beaucoup dans des choses que j'ai entendues dans mon enfance. Monique a beaucoup de tonalités
de ma mère. Ma mère qui a 101 ans et qui, d'ailleurs, qui ne voit plus. Maman, elle a perdu la vue, malheureusement. Mais elle me disait, j'écoute, bon, moi, je ne le vois pas, mais j'écoute. Elle dit, des fois, on dirait que c'est moi. Là, je vais, moi, je me suis inspirée de toi. Là, il y a eu un silence, puis là, elle fait, OK, mais dis-le pas à personne. Fait que maman, je n'ai pas écouté, tu vois, j'ai dit à tout le monde. Et on sent beaucoup que vous avez une chimie extraordinaire sur ce plateau-là. Quel a été le plus grand moment fou rire? C'est toujours avec Marc Messier, dans la chambre à coucher. Dès qu'on est parce que c'est tellement absurde, ça n'a pas de bon sens. Puis, encore là, il y a de place à l'improvisation. Et Marc, c'est un très bon improvisateur. Alors, il y a des fois ces récits ou entre les choses qu'il entreprend en impro, ça me fait, je suis pas capable. Et Charles-Olivier adore ça parce que on dirait qu'il fait exprès, mais parce qu'il dit c'est beau aussi qu'un couple qui sont ensemble depuis très longtemps ait ces moments de folie, de fou rire Mais Marc me fait beaucoup rire et surtout quand il se met à improviser comme ça où il imite le voisin, des choses de même, je suis pas capable, je craque. Et vous allez voir dans la 5e saison, il y a un moment où encore dans la chambre à coucher où j'ai craqué. Donc, mais en même temps, c'est vrai, ça peut servir le récit parce que c'est une espèce de jeu entre eux. C'est pour ça qu'on s'attache aux personnages. Oui, qui unit le couple, c'est-à-dire que... C'est vrai que quand on est encore capable, après longtemps, après une longue relation, de faire rire l'autre, c'est un bon ciment amoureux, je trouve. Mais sur ces magnifiques paroles, on va conclure. Donc, bonne chance. Merde, pour Noc et La détresse et l'enchaînement. Merci, je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci.